Dites donc, vous, est-ce que vous aimez le risque? Nous aussi. Alors, tu disais que t'avais beaucoup évolué sur ta conception du risque entre l'étudiant Xavier, la personne que t'es aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu te représentais le risque au début? C'était quoi ta première réflexion sur le risque? Alors, déjà, les premiers risques, avant même que j'étudie, je me lance dans la finance, etc., forcément, les premiers risques auxquels tu penses, c'est les risques physiques. Et quand on est jeune, encore plus jeune gars, la notion de Mhm. risque physique, elle est parfois un peu bizarre. Moi, je me souviens quand j'avais 16, 17, 18 ans, j'étais capable de faire des trucs complètement stupides, quoi, comme beaucoup Mhm. de gars, où tu réalises pas. Et en fait, sur les risques physiques, en tout cas, c'est typiquement un truc. Par exemple, tu sais, on avait discuté un peu de mon parcours, etc. Et j'avais raconté qu'à 16, 17, 18 ans, je voulais être rentré dans l'armée, voilà, je voulais faire Saint-Cyr, etc. Et tu vois, la notion à l'époque de mourir pour sa patrie, de machin, tu vois, il y avait des causes nobles Mhm. pour lesquelles j'étais prêt à mourir ou en tout cas à risquer, voilà. Et même chose dans le sport, dans ce genre de choses. Euh, et en fait, en vieillissant, sur la partie risque physique, je me suis rendu compte que le risque physique était très, 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 très lié à l'ego. Et en fait, à part des situations Mhm. exceptionnelles comme ce qui s'est passé à Annecy, où donc il y a cette personne qui a dû intervenir pour quelqu'un qui était en train de poignarder des enfants, etc. Ça, c'est un cas extrême où on doit prendre un risque physique pour une bonne cause. J'ai envie de dire, les risques physiques, c'est quoi? C'est les jeunes qui s'achètent une grosse bagnole et puis qui vont faire qui vont rouler à 180 sur l'autoroute. Tu vois, c'est des trucs complètement bêtes. Quand on sort de soirée, on est complètement pété et on va monter à un poteau de 6 mètres de haut pour montrer aux copains qu'on peut le faire. Tu vois, c'est des trucs de n'importe quoi. Et donc, et donc, sur cette partie de risque physique, donc j'étais un peu inconscient, mais sans être tout fou ado. Et après, donc c'était les premiers des risques dont je voulais parler, c'était ça. Aujourd'hui, c'était les risques physiques. Et tu vois, j'ai fait certains sports qui sont un peu risqués si tu veux faire le malin. J'ai fait de l'escalade, j'ai fait de la plongée. Et tu vois, en plongée, typiquement, euh, en tout cas, la plongée française, tu peux plonger jusqu'à 60 mètres. Si tu passes, si tu vas jusqu'au niveau 3, tu peux plonger jusqu'à 60 mètres. C'est en théorie la limite de la plongée à l'air. En vrai, tu peux pousser un peu 65 mètres, 70 mètres. Et à ces niveaux-là, l'azote qui est contenu dans l'air, il devient un peu toxique. Donc, tu es narcosé, tu as un petit Mhm. aspect euphorie, tu peux te mettre à paniquer, etc. Et tu vois, je me rappelle que quand j'ai fait la plongée, que j'ai passé mon niveau 1, mon niveau 2, mon niveau 3, etc., des spécialités un peu, bah, pour moi, j'étais hyper fier de marquer sur mon carnet de plongée que j'avais fait, j'étais allé à 63 mètres, tu vois. Et le petit truc où je regarde des coraux à 15 mètres, bah, c'était sympa, mais moins que ça. Et en fait, une fois, lors d'une plongée, je me suis mis à paniquer. J'étais à 60 mètres avec des plongeurs que je connaissais pas. Autant te dire qu'à ces niveaux-là, l'autre plongeur qui est à 5 mètres, c'est comme s'il était à 500 mètres. S'il te tourne le dos et qu'il voit pas que tu lui fais signe ou autre, t'es sur une autre planète en fait. Je me suis mis à paniquer, j'ai voulu remonter, enfin ce que j'ai pas fait, hein, sinon je serais plus là pour en parler. Mais bon, bref, j'ai eu un gros coup de stress que j'ai réussi à gérer. Et c'est une fois en haut, en remontant, que je leur ai dit voilà, j'ai eu un gros coup de panique. J'étais limite à vouloir remonter comme une balle, ce qui aurait fait mousser mon sang comme comme une bouteille de coca que tu ouvres trop vite. Et puis ils m'ont dit, ah, bah, on n'avait rien vu. Non, non, bah, pour nous, c'était une plongée normale, etc. Et au final, j'ai compris avec le temps qu'en fait, la plongée, le plus sympa, c'est quand tu plonges à 20 mètres, dans des coraux, t'as moins froid, t'as pas de palier de décompression, tu vois plein de vie alors qu'à 60 mètres, t'as rien. Bon, t'as peut-être des épaves parfois à 60 mètres, mais etc. Et tu vois, les risques physiques en voiture, j'ai jamais pris trop de risques. Mais en fait, plus je vieillis, moins je prends de risques physiques. Et avec notamment j'ai passé un cap quand je suis devenu papa. Et quand je suis devenu papa, je me suis dit, mais alors là, les risques physiques, c'est plus moi. Là maintenant, ça a un impact monstrueux si je disparais, tu vois. Il n'y a pas question de la mort Mhm. romantique, tu vois ce que je veux dire. Ouais, il a risqué sa vie, mais Mhm. c'est bien, tu vois. Maintenant, je vais vraiment réfléchir énormément, énormément avant de prendre des risques physiques. Donc, bah après, je parlerai des risques financiers qui ont aussi évolué, mais voilà, moi les premiers risques Ouais. que j'ai pris et que je prends plus du tout, c'est cette partie risque physique. C'est très intéressant ce que tu as dit. Parce que quand tu dis que en gros, il y a une question de coût-bénéfice.
Et le risque, les risques qu'on prend quand on est jeune, quand on est ado, t'as raison de dire que en face de ça, il y a de l'ego. Et donc t'as de l'ego, mais t'as aussi peut-être la perspective de te faire bien voir au niveau du groupe d'amis. Donc il y a quand même un petit bénéfice, mais en vrai il est nul. Et donc c'est complètement stupide. Et donc tu vois, moi sur l'échelle coût-bénéfice du risque, au plus bas de la hiérarchie, et là où je me dis que c'est les choses qui sont vraiment les plus bêtes, je mettrais des choses comme la cigarette et l'alcool, parce que tu sais à 100% que c'est de la connerie. Tu sais à 100% que c'est de la connerie. C'est un risque que tu prends. T'as aucun bénéfice à aller récupérer derrière. Et donc pour moi, c'est ces risques-là qu'il faut absolument éliminer le plus vite possible de la vie, parce qu'il y a rien en face. Il y a rien en face, si ce n'est peut-être un peu d'ego ou des trucs bêtes, tu vois. Je vais plus loin que les autres, mais tu vas plus loin que les autres dans des domaines qui sont débiles. Et donc c'est effectivement ça, c'est un truc qu'on a. T'as raison de le dire quand on est un peu ado. Je pense parce qu'on a rien d'autre à mettre sur la table en fait. Quand t'es ado, t'es pas compétent. T'as pas tellement de projets de vie, donc c'est pour ça que c'est une période qui est si dangereuse, parce que le seul truc que tu peux mettre sur la table, c'est ça, c'est je suis prêt à bousiller un petit peu ma santé, je suis prêt à bousiller un peu et vous, est-ce que vous en êtes capable? Et plus j'ai évolué, plus j'ai grandi, plus je me suis dit qu'en fait le risque c'est toujours bien. Les risques qui sont pas stupides, hein, les risques qui sont pas du type ouais je vais mettre ma main au feu pour voir ce que ça fait. En fait, les risques c'est toujours bien. Et ce qui est un petit peu commun dans toutes les choses que je vais partager, dans les différents risques que j'ai notés parce que je les trouve intéressants, c'est que en fait le risque, je trouve, qui se définit par rapport à la norme. C'est beaucoup ça aujourd'hui qui me vient à l'esprit quand je pense au risque. C'est que prendre un risque, c'est sortir du chemin qui est assigné par les autres et par la société. Et typiquement, l'investissement, c'est vu par 90% des gens en France, parce que 90% des gens n'investissent pas, c'est vu comme un risque par 90% des gens, alors que pour moi, le rapport coût-bénéfice est tellement en faveur de la personne qui commence à investir, que c'est pour ça que j'ai du mal, parce que j'arrive pas à me le représenter comme un risque. J'arrive plus à me représenter ça comme un risque. J'arrive plus à me représenter l'investissement comme un risque. J'arrive plus à me représenter l'entrepreneuriat comme un risque, parce que j'ai l'impression que t'as quoi face à ça? Face à ça, t'as je ne fais rien. Et là, c'est complètement nul comme marché. Si c'est j'investis, donc à la limite, je peux perdre un petit peu, mais les perspectives de gains sont vachement importantes, versus je ne fais rien, je ne change rien. Mais évidemment que tu vas commencer à prendre des risques. Donc on appelle ça risque parce que le reste de la société va appeler ça du risque. Mais moi, je le perçois plus du tout comme des risques. Je les perçois seulement comme des séries d'opportunités. Et je suis d'autant plus d'accord avec toi que le risque, en fait, c'est une probabilité d'avoir un dommage, enfin un problème, quel qu'il soit, physique ou... Et tu vois, quand tu parlais de la cigarette, la probabilité, si tu es un gros fumeur, la probabilité d'avoir un pépin un jour lié avec la cigarette, en fait, c'est quasi 100%, quoi. Alcool, cigarette... Et donc, tu as une énorme probabilité d'avoir un pépin qui, lui aussi, sera sérieux. Parce que, bien sûr, dans le pire des cas, c'est des cancers, etc. Mais même le niveau d'avant, je veux dire, tu peux déjà... tu pourras plus faire de sport, tu seras totalement essoufflé. C'est des choses qui t'as plus d'odorat, plus de goût. Je veux dire, c'est des impacts qui sont quand même vachement très, très lourds, quoi. Et tu parles d'entrepreneuriat et tout ça. Et moi, quelque chose aussi que j'ai réalisé, c'est que avant, quelque chose qui ratait, pour moi, c'était un risque. Tu vois, la possibilité de rater quelque chose. Par exemple, je sais pas, tu prépares un concours, tu prends 1 an pour préparer un concours, tu le rates, qu'est-ce que tu fais après? Tu vois, ou des gens qui vont préparer médecine, par exemple, ils vont préparer médecine une année, ils ratent, ils repréparent médecine, ils ratent. Oh, j'ai pris un énorme risque en faisant ça, etc. Mais moi, tant que tu peux faire demi-tour, tant que tu peux prendre une autre voie, tant que c'est pas un risque qui te met par terre, et le risque physique, tu vois, par exemple, un risque qui te paralyse, c'est vraiment un risque qui a des conséquences énormes. Mais si c'est quelque chose qui est temporaire, tu vois, par exemple, j'ai fait des gros trails, j'avais un nombre d'ampoules, j'avais 5 ampoules par pied. Ouais, mais 1 mois plus tard, j'avais plus rien, tu vois. Enfin, j'ai perdu 4 ongles de pied. Désolé pour ceux qui sont en train de manger. Mais voilà, bon, tu vois, ça c'est des risques qui sont temporaires. Ou par exemple, presque se casser un bras, tu vois ce que je veux dire, c'est pas si gros que ça. Tous ceux qui font du skate, par exemple, c'est dangereux, mais ils vont pas mourir, tu vois. Donc, tu fais du skate, tu vas t'écorcher tout le temps, tu vas te casser des bras. Mais d'un autre côté, si tu as un pépin, si tu te chopes une crampe en plongée à 60 mètres,
bah, tu vas y laisser ta vie, tu vois, pour une crampe. Alors qu'en skate, tu vas te faire très très mal, mais et c'est considéré comme risqué. Mais tant que tu sautes pas d'une rampe de 20 mètres, tu vois, la notion du risque, elle est très très variable. Et puisque tu parlais d'entrepreneuriat, bah, tu vois, préparer un concours et le rater, c'est pas grave. Quand tu as 20 ans, tu as perdu un an de ta vie, c'est rien, tu vois. Ou monter une boîte, tu consacres 1 ou 2 ans de ta vie, tant que ça t'a pas ruiné, tant que t'as pas tout mis ton argent, que t'as pas tout planté, bah ok, t'as perdu un peu de temps, mais t'as appris très très largement aussi. À mon avis, t'as pas perdu ton temps tant que ça, et tu peux repartir. Donc c'est là, je suis d'accord avec toi. La notion de risque, elle est, enfin en tout cas en entrepreneuriat, j'ai rien classé d'entrepreneurial dans les risques pour moi. Je vais présenter bientôt le premier risque que j'ai pris, mais en fait tu m'as vraiment embarqué avec toi quand t'as parlé de plongée sous-marine, parce que c'est un truc que j'ai jamais fait. C'est quoi une crise de panique? C'est un truc du type, t'as l'impression que t'auras pas la force de remonter, t'as l'impression d'être tiré vers le bas et c'est ça qui te fait peur. Enfin, qu'est-ce qui déclenche une crise de panique en plongée? Moi, je sais pas ce qui a déclenché, c'est que c'est sûr que la narcose, tu raisonnes un peu, c'est un peu comme si t'étais ivre. Enfin, c'est un truc un peu bizarre. Et en fait, moi, c'était de la claustrophobie, quoi, ce que j'avais jamais eu auparavant. Mais tu sais, cette sensation de pas pouvoir respirer assez à travers, et puis cette sensation d'avoir envie de respirer de l'air, de respirer à la surface. J'ai eu envie de remonter, en fait, si tu veux, tout simplement. Sauf que 60 mètres, je sais pas si t'imagines, mais et tu es censé remonter à une vitesse, à une certaine vitesse, tu vois. Tu peux pas dépasser un certain nombre de mètres par minute, etc. Puis en plus, faut faire des paliers. Donc même quand tu arrives à 5 mètres, bah, ta montre, ton ordinateur te dit qu'il faut rester 15 minutes à tel endroit, etc. Tu vois, donc tu remontes pas comme ça. Faut remonter très lentement. Et tu vois, quand tu as des petites bulles qui remontent dans l'eau, faut monter à la vitesse des bulles, quoi, en gros. Et là, mon cerveau, heureusement, il y avait une partie qui marchait, mais m'a dit, bah, remonte, va prendre une bouffée d'air, tu vois. Il faut presque, il y en a qui arrachent. Bon, ils sont pas fous quand même, ça arrive peu, mais tu vois, tu peux te retrouver à paniquer, à enlever ton matériel, à faire des décisions complètement débiles. Mais bon, moi, ça a pas du tout été là. Mais en fait, le plus gros risque pour moi, c'est pas la panique, mais c'est comme je disais, t'as une crampe. T'as plein de lieux en fait où si t'as un petit pépin, c'est pas grave. T'as une crampe dans la rue, bah, t'en rigoles et puis tu t'étires le mollet. T'as une crampe à 60 mètres, c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a plein de petits pépins comme ça. Je sais pas, même tu vois, même presque une attaque cardiaque. Si t'as quelqu'un, t'es à l'air libre et tout, on peut t'aider, mais en plongée, bah c'est quasi foutu, quoi. Donc et ça, quand t'es jeune, tu penses pas à ce petit truc qui peut mal se passer. Tu vas aller dans un environnement extrême et tu penses pas que le petit dérapage, un truc tout bête, je sais pas, tu perds ta palme par exemple, tu vois, tu perds une palme ou bah, d'un coup, tu as du courant, tu as quelque chose, ça peut faire très 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 mal, quoi. Ah ouais, je ne ferai jamais un truc comme ça. Mais je te conseille, hein, la plongée, toi qui voyages, si tu goûtes à ça, tous ceux qui ont goûté adorent ça. Dans des trucs tranquilles, mais si toi qui visites des beaux lieux et qui va continuer à visiter des beaux lieux, eh ben c'est parfait déjà. Oui, bien sûr. Et moi, je fais ça tranquillement en surface. Je vais regarder les rochers, je vais regarder les jolis petits poissons et tout. En Méditerranée, c'est vachement sympa, il fait beau, et puis je lève la tête, je respire, quoi. Mais là, ton truc dans le noir absolu et non, jamais. Jamais. Alors, donc du coup, j'ai pris un risque pour cette émission, tu vois, parce que évidemment, j'aurais pu revenir sur des trucs dont j'ai trop parlé, tu vois, se lancer ou pas se lancer, etc. Donc, je voulais prendre quelque chose d'un petit peu plus nouveau. J'ai commencé les options. Donc j'ai commencé les options et ça à mon échelle c'est quand même un peu un risque parce que c'est vraiment quelque chose je n'y connais rien. Je n'y connais rien mais je suis tout le temps en train de chercher des nouvelles sources de revenus passifs et des nouvelles choses à tester et donc j'ai compris ce qu'était un covered call. Et quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur le covered call, je me suis dit mais en fait c'est vachement sympa. En fait, c'est vachement sympa. Tu fais un pari avec quelqu'un. Enfin, en tout cas, tu passes un contrat avec quelqu'un. Le contrat, c'est quelque chose du type regarde, aujourd'hui, telle action vaut 20. On fait le pari que à 25, je te la vends en septembre. Et puis, soit ça n'arrive pas jusqu'à 25, et dans ce cas-là, on empoche la prime et il se passe rien du tout. Et sinon, on risque d'avoir un manque à gagner du type les marchés deviennent fous, ça monte à 26, 27, 28, 29, 30, et on doit quand même le vendre à 25. Et j'ai voulu tester le truc. Et en fait, je sentais que je prenais un risque parce que
quand on commence à vouloir aller vers ce genre de produits financiers, on doit changer d'échelle en fait au sein du courtier. Donc ça veut dire qu'il faut passer un questionnaire et puis on se retrouve avec un compte où on peut mettre les actions qu'on possède en collatéral pour emprunter avec du levier, etc. Donc c'est des choses que j'ai pas envie de faire, mais je sentais que je changeais de dimension. Et l'autre truc, c'est que en fait au début c'est un petit peu compliqué comme gymnastique mentale parce que en fait, t'es habitué à acheter des trucs, et là, tu dois vendre un truc. Là, tu dois vendre un call. Et en fait, si t'achètes un call, c'est vraiment un autre délire. Ou si tu te trompes et tu vas sur les puts, etc. Donc, il y a toute une mécanique, en fait, à comprendre où tu peux quand même faire des conneries qui sont un petit peu plus grosses que les bêtises que tu fais habituellement. Donc là, ce que j'ai fait pour détailler un petit peu, j'avais parlé dans ce podcast il y a pas longtemps d'une action que j'ai en portefeuille parce qu'elle avait un énorme rendement. Donc une action qui s'appelle Arbor Realty Trust. Donc quand je l'ai achetée, elle avait un rendement qui est aux alentours de 12-13 quand même. Et là, elle commence à se comporter comme une action de croissance. Je ne comprends pas pourquoi. Elle commence à cartonner. Et donc juste parce que pour que ce soit un petit peu parlant, donc la réflexion que j'ai eue dans ma tête, c'est aujourd'hui cette action cote quelque chose comme 15,40$. Le pari que j'ai fait, c'est je suis prêt à la vendre à 17,5 en septembre. C'est ça le pari que j'ai fait. Et donc ça veut dire que l'action prendrait quelque chose comme 15-20%. Et c'est beaucoup. Tu te dis sur une boîte comme ça de rendement, si elle prend 15-20%, c'est quand même assez cool. Et ce qui est drôle, c'est que le lendemain du jour où je passe le contrat pour vendre l'option, le truc prend 3%. Et le lendemain, le truc prend encore 2%. Donc ça veut dire que là, la barre des 17,5 se rapproche beaucoup plus. Là, le truc cote à quelque chose comme 16. Ouais, on est passé de 15,5 à 16,80, quelque chose comme ça. Donc c'est complètement fou. Et donc je commence à voir en fait le problème qu'on peut avoir avec les options, à savoir le truc dépasse le strike price dès maintenant. Et je me retrouve jusqu'à septembre à trader dans mon portefeuille une action que je vais vendre à 17,5 alors que ça passe à 18, 19, 20. Donc je pense que la stratégie générale est pas bête. Donc à savoir, je vais faire ça sur des actions de rendement, des grosses actions de rendement. Et ma foi, si elles prennent 15-20%, bah c'est cool quoi de faire 15-20% sur une action de rendement. Mais ce qui va être dur à gérer, c'est de se dire ah merde. Le mec en face a fait un meilleur pari que moi, il a eu plus donné que moi et il a gagné plus d'argent que moi. En tout cas, pour moi, ça c'était un risque parce que on est aux limites de mes connaissances et de mes compétences, mais je me dis que ce qu'il y a en face, c'est bien. Parce que ça veut dire que je vais apprendre des choses, ça veut dire que je vais développer un petit peu ma connaissance des mécanismes financiers, et même si au bout d'un moment je me dis je vais pas faire trop d'options parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, au moins je comprendrai un petit peu plus comment ça marche et j'aurai appris des choses et ce sera sympa. Excellent. Et tu vois, tu parles de ce qu'on appelle en banque le risque opérationnel, le fait d'acheter au lieu de vendre, ce genre de truc. Et moi, dans mon expérience en finance, les risques opérationnels, ça fait très très mal dans la finance parce que le risque de marché, il est bien étudié. Tu as des tonnes d'ingénieurs sur les risques de marché, les risques de contrepartie, etc. Ça, c'est bon. Sauf que quand tu as quelqu'un qui se trompe d'un zéro dans un contrat, enfin tu vois, qui achète 100 options, puis il se rend pas compte qu'en fait c'est 100 lots de 100, tu vois, ce genre de truc, ou acheter au lieu de vendre, ou enfin bon, peu importe, tu te plantes quelque part. Et surtout que je pense qu'on a le même courtier pour ça, quoi. Et ce courtier-là, par exemple, quand il te propose d'acheter ou de vendre des actions, c'est toujours enfin, il te met 100, tu vois. Je sais pas si c'est la même chose que moi, mais comme quantité de départ, tu vois, il te prend 100. Donc si tu achètes une valeur qui vaut 1000, tu vois, il te propose par défaut en fait d'acheter 100 d'une action qui vaut 1000. Donc par défaut, il te propose d'en acheter 100 000, tu vois. Donc t'es quasiment à chaque fois obligé de baisser le nombre de quantités. Enfin, je suis plus souvent en train de le baisser que de le monter. Et c'est le genre de truc qui arrive très très vite, quoi. Donc c'est marrant que c'est bien vu de ta part de réaliser que c'est pas la stratégie elle-même qui est risquée, c'est plutôt la mise en place
ouais, c'est risqué. Je comprends que tu vois ça comme un risque, mais à mon avis, très vite, dès que tu auras bien maîtrisé les mécanismes, ça va presque plus être pour toi un moyen de baisser ton risque. Presque. En termes de risque, si je vous parle de mon profil de risque au niveau des investissements, j'ai vraiment l'impression de faire les choses les moins risquées possibles, c'est-à-dire que je mets mon argent notamment dans des ETF qui sont bien diversifiés, des ETF qui me payent des dividendes. Les dividendes arrivent ici et une fois par mois je réinvestis. Pour augmenter la taille de mon portefeuille, je complète également avec de l'épargne que j'envoie directement sur ce courtier et c'est comme ça que semaine après semaine, mois après mois, mon revenu passif augmente. Voilà, je vois pas tellement de manière plus sûre d'investir. L'autre manière dont j'investis, ça je dirais qu'en termes de risque, c'est peut-être un petit peu plus risqué, mais j'aime beaucoup investir sur la plateforme Realty. Je dis que c'est risqué, alors, évidemment vous avez des risques qui sont liés à l'immobilier, surtout à l'immobilier aux États-Unis, parce que voilà, quand ça se casse la figure, ça peut se casser la figure beaucoup plus, mais voilà, quand vous êtes sur des maisons comme ça, le pire que vous pouvez avoir, c'est un petit peu de vacances locatives, mais c'est quand même bien géré. Sur les 451 propriétés que j'ai en portefeuille, en tout cas locataires que j'ai potentiellement en portefeuille, j'ai 93% de mon parc qui est rempli. Donc voilà, et puis pour le reste, j'attends tranquillement. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu des propriétés qui ont été non louées? C'est parce que une fois par an, Realty envoie à certaines propriétés des notifications d'augmentation du loyer, et donc les locataires peuvent profiter de ce moment-là pour s'en aller, et ce qui se passe, c'est que les propriétés sont alors rénovées et de nouveaux locataires avec des loyers plus importants arrivent, donc à terme ça permet d'augmenter le rendement. Voilà, de toute façon c'est tout à fait passif, et en termes de risque, voilà, vous avez la technologie qui est un petit peu nouvelle, mais en tout cas moi c'est quelque chose dans quoi j'apprécie investir, et d'ailleurs je vais choper des morceaux de cette propriété-là. En ce moment Realty envoie plein de propriétés sur la marketplace. Si vous êtes nouveau, vous avez intérêt à en profiter un maximum pour commencer à construire votre portefeuille, parce que ça devient intéressant hein, quand vous commencez à avoir comme moi plus de $50 qui arrivent en loyer, vous pouvez à chaque fois racheter des nouveaux tokens, donc ça commence à avoir le petit effet cumulé qui va bien, donc je trouve ça très sympathique. Et ce soir je vais choper des morceaux de celle-là, voilà, parce qu'il faut quand même continuer à faire grandir le portefeuille, et puis je me dis que 9,42 c'est quand même un assez bon rendement. Voilà, donc je continue à investir sur Realty avec mon objectif d'arriver à un portefeuille qui me rapporte 100€ par mois d'ici à la fin de l'année. Et vous savez que si vous voulez commencer à investir avec Realty, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié qui ne vous coûte rien et qui permet de soutenir la chaîne. Mais évidemment, le gros de mes investissements, c'est ça, un portefeuille qui me permet d'augmenter mes revenus de façon tout à fait passive. Pour ce mois de juillet, on est déjà à 284€ qui sont arrivés en dividendes. Je pense qu'on aura dépassé les 300€ de revenus passifs boursiers pour ce mois, sachant que à partir de maintenant, on ajoute également les revenus des covered calls. Je suis déjà à $53 gagnés en covered call, revenus que je réinvestis évidemment. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier, le lien vers ce courtier DeGiro, mon partenaire vers la liberté financière. Et ce qui est chouette quand vous suivez ce lien, c'est que vous bénéficiez de 100€ de frais de courtage remboursés. Vous le voyez, quand j'achète mes ETF, j'ai 1€ de frais. C'est pas mal 1€ de frais, honnêtement, quand on fait des ordres à 200, 300, 400€, c'est presque $1. Mais pour vous, ce sera tout à fait $1 parce que vos premiers frais de courtage vous seront remboursés à hauteur de 100€ à la fin du premier mois. Donc profitez-en. Finalement, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez rejoindre les membres de ma page Patreon. L'accès à la page Patreon, ça coûte seulement 3€ par mois et vous accédez à tout un tas de contenus exclusifs. Je viens de publier une vidéo de près de 40 minutes où je réponds à toutes les questions qui m'ont été posées. On essaie de se faire une grosse FAQ par semaine. Voilà, vous pouvez me poser des questions sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat. Vous pouvez me demander d'analyser des actions pour vous. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est très sympa et j'adore créer du contenu pour la communauté Patreon. Vous avez également accès au portefeuille alpha et notamment à ma stratégie de covered call qui, enfin voilà, là pour le moment, on est toujours au début, hein, mais vous allez voir, je pense que dès le mois d'août, je serai peut-être à plus de 100€ en covered call et vous allez voir que ça va aller très vite. Hein. La manière dont je vais augmenter mon revenu passif grâce au covered call, je pense que ça va aller très vite. Enfin, en tout cas, vous pouvez suivre cette aventure
pour voir comment je fais avant de vous lancer en suivant les contenus que je consacre à ça sur la page Patreon. Et évidemment, sur la page Patreon, vous avez également la web-série Entreprendre en France où je documente ce que je fais pour construire et faire grandir une micro-entreprise. Et en fait, l'objectif, c'est que ce soit c'est pas que ce soit du voyeurisme, vous voyez, mais c'est que ce soit une véritable formation à l'entrepreneuriat, que vous voyez comment je fais pour augmenter mes revenus avec la création de contenu et que vous puissiez en faire de même de votre côté, parce que l'objectif, c'est évidemment d'avoir un side business dont vous pouvez utiliser les revenus pour investir et donc augmenter votre revenu passif. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.